Et place à nos invités maintenant. Cécile Allegra, Delphine Deloget, vous venez donc de remporter le prix Albert Londres. Félicitations, c'est l'un des prix les plus prestigieux dans le monde du journalisme. Et il récompense cette année votre documentaire Voyage en Barbarie. Vous avez enquêté sur le trafic de migrants érythréens dans le Sinaï. C'est un film choc. On regarde tout de suite un extrait et on en parle. I feel like I just came out of a black hole. A few months ago, I was chained in a basement. Many are still out there, and I know I was lucky. I just arrived in Sweden, illegally. It's all white here. I never really planned to come to Europe. It's a story of circumstances. Life's all about circumstances. My name is Robel, and I'm 24 years old. Voilà, Robel est érythréen. Il fait partie des 50 000 Érythréens qui, depuis 2009, selon une ONG, ont été enlevés puis torturés dans le désert du Sinaï. Dans votre documentaire, des rescapés racontent leur histoire. Alors, comment ils se sont retrouvés là, Cécile ? Donc, comme vous le savez sans doute, l'Érythrée est une dictature et depuis 2006-2007, mais même avant, les Érythréens essayent de fuir cette dictature. Ils fuient simplement l'Érythrée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un objectif précis, ils n'ont pas pour objectif d'arriver en Europe, comme le dit Robel d'ailleurs. Donc jusqu'en 2009-2010, ils fuyaient pour atteindre l'Ouganda, le Soudan, des camps de réfugiés. Et certains essayaient d'atteindre Israël, où il y a une communauté érythréenne installée. Et puis, les passeurs ont commencé à se transformer en tortionnaires et le système s'est inversé. C'est-à-dire que plus aucun Érythréen n'a voulu sciemment aller dans le Sinaï parce qu'ils savaient très bien ce qui les attendait. Et ce sont les trafiquants qui sont venus les chercher à la frontière ou aux portes des camps de réfugiés où ils étaient pour les emmener donc dans des véritables maisons de torture, finalement. Les trafiquants les ont emmenés dans des maisons de torture qui sont organisées en camps où ils sont détenus et torturés sur une base quotidienne, enfin plusieurs fois par jour. Alors justement, les rescapés dans votre documentaire décrivent un système de torture très particulier. Comment ça se passe, Delphine ? En fait, le principe qu'ils ont mis en place, c'est de faire de la torture en direct, par téléphone. Donc, ils les enferment, ils les enchaînent et ils leur demandent à peu près une rançon de 40 000 $. Et si, donc, forcément, ils n'ont pas l'argent. Et ils leur disent, nous, on a un moyen pour vous faire payer cet argent. Et donc, ils vont les torturer avec un téléphone branché qui appelle leur famille, en fait. Donc, leur famille est témoin des cris de leurs proches, en fait, sous la torture, pardon. Ce qui met une pression incroyable sur la famille qui se dit va falloir payer. Donc ils payent au compte-gouttes comme ils peuvent. Donc ils commencent à vendre des maisons, ensuite à faire appel à la famille qui est à l'étranger. Il y a une diaspora énorme en Europe, aux États-Unis, en Australie. Et effectivement, au bout ça dure des mois. Ça dure des mois. Et on finit par obtenir l'argent, une place se libère, si je puis dire. C'est ce que vous raconte un des trafiquants, justement, quelqu'un d'autre arrive, ouais. que vous avez interrogé. Pourquoi ce business ? Parce que pour lui, ça a véritablement l'air d'être ça, un business. Lui, il les achète, de toute façon. Comme disait Cécile, c'est que maintenant, c'est un vrai trafic, c'est-à-dire qu'il commande, on va dire, pour lui, des Érythréens. Ils sont ciblés, les Érythréens, comme des gens qui vont pouvoir payer, puisque la diaspora, on va dire, est bankable d'une certaine manière. Et donc, ils sont ciblés et donc, ils les achètent et on les fait venir. Donc, ce qu'il va nous expliquer, nous, lorsqu'on l'a rencontré, il va les acheter 5 000 $ et il veut rentabiliser et faire une marge. Comme une marchandise, quoi. Une marchandise, voilà. Alors, une fois la rançon payée, l'otage est libéré, où va l'argent qui a été versé ? Alors ça, c'est une question qui reste ouverte. Aujourd'hui, c'est une question sur laquelle on a des hypothèses de travail. Nous, quand on a été dans le Sinaï avec Delphine, c'est assez
clair. On distingue les maisons des tortionnaires parce qu'elles sont plus grandes, plus belles, plus fleuries que d'autres maisons. Donc, à l'œil nu, on peut reconnaître la maison d'un trafiquant d'êtres humains. Néanmoins, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce à quoi sert cet argent. Une des hypothèses est que l'argent des otages sert à financer les cellules djihadistes du Sinaï et peut-être d'autres cellules djihadistes. Mais à ce jour, personne n'a réussi, parce que c'est une zone, on le rappelle quand même, où on ne peut pas rentrer, qui est interdite d'accès, ou si on se fait attraper, enfin... À cause de la lutte contre le djihadisme, justement. Alors, l'armée égyptienne mène des opérations de guérilla, enfin, civile, dans le territoire depuis 2 ans, où ils bombardent tous les jours, pour essayer de débusquer les cellules djihadistes. Bon, avec un succès un peu mitigé, puisqu'en 2009, elles étaient 3 cellules djihadistes dans le Sinaï et dans le Nord-Est, entre 3 et 5, et aujourd'hui, elles sont 12. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la certitude que le trafic d'êtres humains serve à financer le djihad, mais que c'est une hypothèse probable. Alors, il y a une autre hypothèse, c'est que le président de l'Érythrée aurait des parts directes dans ce trafic. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les Érythréens sont kidnappés maintenant directement dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Ils sont ciblés. Il y a un général qui s'appelle Menjous, qui a été gouverneur défini, de la province de l'Ouest, qui est certainement à la tête d'un trafic. Il trafiquait déjà des armes, ça on le sait, qui allait jusqu'à Gaza. Et il s'est mis également à trafiquer des êtres humains. Donc il enlève des jeunes garçons, des jeunes filles, directement dans des camps militaires. C'est un proche d'Afwerki, le dictateur. Et on est à peu près certain que de toute façon, cet argent-là, il touche une part. Comme tout le monde sur la route, puisque c'est un trafic qui passe par le Soudan. Ce documentaire, ça a changé certainement votre regard sur les migrants. Parce que quand ils arrivent en Europe, ces migrants... On travaille l'une et l'autre sur l'immigration depuis plusieurs années, donc on n'est pas... on n'irait pas jusqu'à dire que ça a changé notre regard. Par contre, on a voulu quand même raconter ce qu'on raconte jamais, c'est-à-dire ces gens qui arrivent à Lampedusa et on a l'impression qu'ils n'ont pas d'histoire une fois qu'ils arrivent à Lampedusa. On se dit, ils arrivent là comme s'ils venaient que par une erreur de jeunesse, mais pourquoi vous arrivez là? Or, c'est des gens qui ont traversé l'enfer, qui fuient des dictatures. C'est des gens éduqués, c'est des gens qui n'ont pas du tout... Pour la plupart, ceux qu'on a rencontrés ne rêvaient pas d'Europe. Ils se sont retrouvés un peu par hasard, de la même manière qu'ils sont bloqués. Donc, c'est des gens qui arrivent traumatisés, avec un passif très lourd, dont on ne prend pas conscience, en fait, lorsqu'on découvre malheureusement des corps à Lampedusa. Voilà. Moi, j'oserais dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, qui est de l'ordre du crime contre l'humanité et qui concerne 4 pays. Donc aujourd'hui, c'est très important pour nous, Européens, de nous battre pour que l'autre bord de la Méditerranée ne se transforme pas en une sorte d'antichambre de la torture. L'Europe a sa responsabilité. Cécile Allegra, Delphine Delaget, journaliste, auteur de Voyage en Barbarie, merci d'être venue. Merci à vous.